Bonsoir, bonsoir. Bonsoir la famille. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de live. Donc, pour ce qui est demandé par rapport à ça, je suis toujours là, hein. Juste que j'étais un peu occupée et je m'en excuse sincèrement. Sinon, je vous dis salam, salam, comme on le dit souvent. J'espère que vous allez bien de votre côté et que le week-end aussi se débute bien. Donc, aujourd'hui, le live va se faire suivant les 4 points. Donc, comme vous avez vu, nécessité d'avoir un mental fort et aussi la pratique politiquement saine. Au troisième point, on va parler de l'actualité africaine, surtout de la sous-région qui nous concerne directement. Et aussi, on va parler du RAS, le réseau africain de leadership et de solidarité dans lequel nous travaillons actuellement. Donc, pour le premier point, la nécessité d'avoir un mental fort. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que dans nos sociétés actuelles, toute personne qui est regardant et observateur peut voir que, avec le contexte mondial actuel, c'est un peu compliqué. Le stress est là de manière permanente, plus tous les défis quotidiens auxquels les gens sont confrontés. Donc, ce qui veut dire que c'est pas facile du jour au lendemain de toujours rester fort. On a vu des cas de personnes connues ou peu connues qui subissent des pressions énormes et qui ont fini par vivre des situations un peu désastreuses. Parce que il y a pas plus compliqué chez un être humain que de vivre certaines situations qui nous amènent à la dépression. Il y a tellement de gens déprimés actuellement qui vivent la dépression silencieusement. Et ça, c'est la forme la plus grave. Donc, nous sommes africains, ici particulièrement au Sénégal. La société a tendance à négliger cet aspect-là. Quand on en parle, les gens nous disent ça, il faut tout. Ça veut dire que c'est pas pour nous, c'est pour les autres. Quand on dit qu'une personne est déprimée, on dit que non, déprimée, dépression, c'est quoi ça? Que nous sommes censés être tout le temps forts, que nous sommes censés tout le temps être debout. Et nous sommes censés tout le temps faire comme si tout va bien. Et c'est là où c'est dommage. Nous n'avons pas la culture d'extérioriser nos soucis, nos problèmes. Ou bien certains qui osent la faire se retrouvent pointés du doigt. On vous dit que oui, un bon croyant ne doit pas se plaindre, un bon croyant ne doit pas se lamenter, alors que ce n'est pas ça. Nous sommes tous humains, nous avons des émotions, nous avons des sentiments, nous avons des problèmes. Et on dit que ceux qui ont dit des livres ou bien ceux qui ont prêté certaines notions de sciences sociales savent l'importance de s'exprimer. Quand c'est difficile, quand on a mal, la meilleure manière de se libérer, c'est de s'exprimer. Et malheureusement, nous sommes dans une société qui n'accepte pas qu'on parle de nos problèmes, qui parle de nos maux. On veut que tout soit beau, que tout soit rose, alors que c'est là où le bas blesse. Car la personne n'arrive pas à s'exprimer, n'arrive pas à libérer cette douleur que la personne ressent au fond de lui, ou bien ses problèmes, ou bien ses peurs. Si tout est resté à l'intérieur, si on garde tout, c'est là où les dommages vont se faire. Parfois, on voit une personne faire une crise de nerfs. Mais chez nous, on n'a pas l'habitude de voir ça. Ou bien, dans notre vocabulaire, on appelle ça pas crise de nerfs. On dit que cette personne est impolie. Que oui, c'est juste passager, cette manière de se défouler. Alors que ce sont des signaux pour dire que vraiment, ça ne va pas. Ou bien, il y a deux manières. Il y a certaines qui font des crises de nerfs, qui parlent, qui s'expriment de manière même que involontaire, hein, c'est plus fort que
Certaines sont là à pleurer, à pleurer, à pleurer. On voit les larmes qui coulent sans que la personne puisse les retenir parce qu'au fond, ça fait mal. Et il y a d'autres qui préfèrent s'enfermer dans leur chambre silencieusement. Et tout le temps, la famille est là, les amis sont là, les proches sont là, mais on dit, ah, ça va passer, ah, aujourd'hui, cette personne n'est pas en forme. Bien, dernièrement, cette personne est comme ça. Tout le temps, elle est calme, tout le temps, elle est nerveuse, tout le temps, sans chercher à savoir qu'est-ce qui se passe. Ou bien, quand la personne a le courage de vouloir se confier, on ne l'écoute pas. On la juge, on dit, tu n'es pas fort, tu es faible, tu te plains. On te dit non, parce que une bonne personne ne parle pas de ses problèmes. Une bonne personne doit tout garder, alors que tout le monde n'a pas cette force de garder les choses. Tout le monde n'a pas cette force de tenir quoi qu'il puisse arriver. D'autres vont être là à faire des commérages sur ton dos au lieu de chercher à savoir quel est ton mal. Donc tout ça fait qu'on voit de plus en plus des personnes qui sont déprimées, des dépressions graves, parce que la dépression c'est une maladie qui doit être traitée sérieusement, soignée. Il y a différentes causes. Rien que le stress que la société nous fait vivre chaque jour, ne serait-ce que ça, pour pousser une personne à déprimer. On est dans une société violente, qu'on ose le dire. Une société qui ne pardonne pas. Une société qui ne cherche pas à comprendre. Une société qui n'est pas, où l'empathie disparaît. Une société où on cherche à écraser l'autre par tous les moyens. Une société où l'humanité est en train de disparaître. Une société où le minimum vital n'est pas. Vivre décemment, vivre dignement, c'est lutter, être sous stress 24 heures sur 24. N'en parlons pas des autres préalables, n'en parlons pas des autres aspects et paramètres de la vie d'une personne. Ne serait-ce que dans le cadre de vouloir vivre dignement, chercher un boulot, gagner quelque chose, ne serait-ce que dans cette dynamique-là, hein, c'est grave, c'est extraordinaire. À cela s'ajoutent les défis quotidiens sociétaux ou professionnels. Nous sommes dans une société où la pression sociale, elle est énorme. Que tu sois homme, que tu sois femme, tu souffres. Parce que la société est très exigeante et la société a des paramètres qui nous dépassent même. On peut tout faire, beau lutter, mais il y a toujours, tu déçois quelqu'un. Le jour où tu sacrifies le mieux, le jour où tu te bats, le jour où tu fais des choses pour te dire que peut-être que tu as fait quelque chose, c'est ce jour-là où l'ingratitude est manifestée sous ton nez. On te jette ça à la figure. Parfois, c'est la famille même, le premier problème, les entourages. Et la société vient compléter. Pourquoi demander plus chez nous, exiger plus que le strict minimum? Il y a un strict minimum à demander chez une personne. Donc, si la société t'impose une certaine pression soutenue, la personne ne peut que souvent faillir. Tu peux beau te démerder, tu peux beau prouver, mais toujours l'ingratitude est là, tu ne satisfais pas les attentes parce que les attentes sont énormes face aux uns et aux autres. Dans ces situations-là, les personnes ne mangent plus, ne dorment plus, ne se reposent plus parce que il y a cette quête-là de vouloir satisfaire, il y a cette quête-là de se sentir utile qui est là permanent, qui fait qu'on même donne plus que ce que nous avons. Parce que oui, nous sommes dans une vie et on sait que vivre c'est lutter. Oui, nous sommes dans une société où chacun a sa part de responsabilité, dans une société où chacun doit apporter quelque chose à l'autre. Mais est-ce qu'on doit exiger à l'autre plus que ce que nous nous exigeons nous-mêmes?
Pourquoi nous ne sommes pas exigeants envers nous-mêmes? Pourquoi nous ne sommes pas violents par rapport à nous-mêmes pour être meilleurs nous-mêmes? Mais non, on préfère accuser l'autre, on préfère pointer du doigt l'autre pour le faire sentir mal. Et vous savez, toutes ces choses-là ont des conséquences sur la personne. La personne subit ces choses, ça fait mal, ça remet en cause à l'intérieur, la personne se remet en cause pour dire qu'est-ce qui ne va pas chez elle. Qu'est-ce qui fait que les autres ne sont pas contents ou satisfaits de ce qu'il fait? Qu'est-ce qui fait que la société ne la reconnaisse pas? Qu'est-ce qui fait que la société lui tourne le dos? Et ça, sont des questions internes qui sont là, qu'on se pose tout le temps, vu ce qui se passe dans nos quotidiens. À cela, ce sont les frustrations qu'on vit. Il y a tellement de frustrations qui sont indépendantes, même certaines de nous-mêmes. On les subit, ça vient de l'extérieur. Parce que quand on est frustré, parce qu'il y a des situations désagréables qui se passent un peu partout. Maintenant, parfois, tu peux rencontrer une situation désagréable quelque part et aller quelque part, tu vois que là, c'est mieux au moins. Mais si partout c'est désagréable, partout tu es frustré, à longueur de journée, H24, comme on le dit, tu es tout le temps frustré, mais à quand tu auras du répit? À quand tu vas te reposer? Et viennent cela, les agressions. Nous sommes agressés quotidiennement. Maintenant, soit tu le dis, soit tu ne le dis pas, mais maintenant c'est devenu comme si chacun a le droit d'agresser l'autre. Parfois tu l'agresses parce que juste la personne ne te plaît pas. Ou bien ce qu'elle incarne ne te plaît pas. Parce que tu es jalouse. Parce qu'il y a tellement de choses non fondées qui sont là, qui font que les gens agressent les gens gratuitement, sans raison. Juste parce qu'ils infèrent du mal, juste parce que ils cherchent juste à gâcher ton humour. Maintenant, tout ça, chez la personne, vous voulez que la personne ne déprime pas. Et vous voulez que la personne garde tout chez lui. Si la personne veut extérieuse, vous dites non, la société ne veut pas. On dit que Hawi Sutur. Chez nous, on dit Hawi Sutur. Quand tu te confies ou quand tu parles de tes mots, on dit Hawi Sutur. Dans les autres pays organisés, ils ont des sociologues qui font que quand tu sens que les nerfs, vraiment, ça ne va pas, tu vas chez eux, tu te libères. Eux, ils essaient de t'écouter. Parce que ça, il y a écouter. L'écoute. Et écouter juste pour faire voir à la personne que tu l'écoutes, c'est différent. Hein? Il y a écoute et écoute. Il y a des rares dans nos entourages qui ont le sens de l'écoute. Ça veut dire que écouter sans juger. Écouter sans prendre parti. Juste écouter la personne pour comprendre qu'est-ce que la personne vit, quel est son mal. Maintenant, si dans cette société-là, les psychologues ne sont pas si nombreux, ou bien même c'est un luxe pour se payer un psychologue, les amis n'en parlons pas. Maintenant, il n'y a que des camarades. On est camarades parce qu'on partage quelque chose ensemble, mais l'amitié en tant que telle, même, on souffre de ça. La famille n'en parlons pas, chacun cherche à se réaliser soi-même, mais l'aspect familial, maintenant, c'est entre guillemets. Dans cette condition-là, qu'est-ce que vous voulez que les personnes fassent? Et là, la responsabilité, elle est partagée. Tout un chacun, tout acteur de cette société-là a sa part de responsabilité dans ça. Parce que tu as un frère, une soeur, un fils, une fille, une maman, un papa, un tonton, une amie, un ami, un cousin, une cousine que tu n'as pas appuyé au moment où il avait besoin, où elle avait besoin de toi. Donc la résolution qui se fait est que d'avoir le mental fort pour s'en sortir. Parce qu'il y a des gens qui ont cette force mentale-là de pouvoir rebondir sans tomber dans la dépression carrément ou perdre vraiment le contrôle de leur vie. Il y a des gens qui ont cette force-là. Donc, cette force est en nous. Et je pense que chacun a cette force, juste que d'essayer de découvrir cette force. Vu que la société est telle qu'elle est, on a une société malade. Vraiment malade dans sa profondeur. Une société qui demande vraiment de tout reprendre à zéro parce que l'empathie n'existe plus. Hein? Le bon sens n'est plus de nos jours. La morale, n'en parlons même plus. Maintenant, ceux qui font leurs règles, c'est quoi? L'argent.
les situations. C'est juste ça qui définit maintenant la société. Être quelqu'un, soit être riche, la renommée. Sinon, tu n'es pas considéré, tu peux mourir dans tes problèmes personnels. Là, chacun cherche à se réaliser, se retrouver dans quelque chose. Tout le monde est devenu opportuniste, entre parenthèses, vous m'excusez du terme. Donc, je me dis que c'est nécessaire maintenant de développer ça, le mental fort. Parce qu'on le dit souvent que j'ai un mental de fer, mais parfois il y a des choses, quand ça arrive, ça te rentre dedans, vraiment ça te terrasse. Parce que peut-être qu'on n'était pas au niveau où on le pensait. Donc, c'est à nous de nous construire nous-mêmes, sans compter sur l'autre. Parce que le vrai sens de la vie, c'était ça. La communauté, c'était ça. La société, c'était ça. On devait être unis dans les bons moments. On devait être unis aussi dans les mauvais moments. Et la famille était la principale à jouer ce rôle-là. Hein, de faire son rôle et son devoir de soutien de famille. Mais comme que la famille a failli, la société n'en parlons pas, donc c'est à nous-mêmes de nous occuper de nous-mêmes. Ça veut dire apprendre à prendre soin de soi. Parce qu'avoir un mental fort, c'est aussi prendre soin de soi. À faire des barrières dans ta tête. Qu'il y a des choses que tu ne laisses pas tes choses te toucher. Certes, nous sommes humains, nous sommes faits de chair, de sang. Il y a des mots qui blessent. Il y a des actions qui nous choquent. Il y a des choses qui se passent, forcément ça va nous toucher, mais savoir amortir les chocs. Et ça, c'est dans la tête. Tu te prépares mentalement à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus subir ou bien je ne vais plus accepter que certaines choses m'atteignent au plus profond de moi. Ça veut dire que tu vas te préparer vis-à-vis de tout un chacun à que un jour, un moment, un instant, tu vas être blessé cruellement par l'autre. Si tu t'attends à ça, je pense qu'on pourra mieux se protéger mentalement. Même si ce n'est pas la solution voulue, hein. Ce qui était l'idéal, c'est que les gens apprennent à avoir de bons comportements. Les gens adoptent le bon comportement. Les gens soient plus humains et que la dignité humaine soit préservée. Mais si la société est arrivée à ça, le contexte mondial est ce qu'il est. Donc nous seuls pouvons prendre soin de nous. Et c'est avoir ce mental, c'est prendre soin de soi. Ça veut dire que si tu sens que côté santé ça va pas, tu as quelque chose qui signale que ça va pas, va toucher le médecin, prendre soin de ça, anticiper. Parce que nous n'avons pas l'habitude d'anticiper sur les choses qui nous arrivent. Ou bien nous sommes trop gentils ou nous sommes trop négligents. Parce que quand on voit les chiffres des hypertendus dans ce pays, des insuffisants rénaux, des hyperthyroïdes, ça donne l'information que il y a quelque chose qui est là. Et on te dit que le facteur commun de toutes ces maladies déclenchées, c'est le stress. Et le stress, qu'est-ce qui fait ça? C'est la pression. À part la pression, c'est les quotidiens des gens. Donc, si chacun ne prend pas sa responsabilité envers de l'autre, toi-même prends ta propre responsabilité à s'assumer comment en te défendant, en te protégeant. Donc, se défendre, ce n'est pas faire mal à l'autre, mais ne plus accepter que l'autre t'atteigne. Et ça, c'est dans la tête. Et te prends mentalement que tout un chacun ne va plus t'atteindre au plus profond de toi, peut te faire mal, peut t'amener à déprimer ou à tomber malade. Ça, c'est personnel. Personne ne peut le faire pour personne. Chaque personne seule peut le faire pour elle-même. Donc, il faut faire cette résolution-là. De ne plus permettre à personne de t'atteindre. Moralement, physiquement, spirituellement. Parce que le combat, c'est lâche. Il y a certains qui te jettent les mots à la figure. Ça même, c'est la forme la plus simple et la forme la moins grave parfois. Il y a d'autres qui manigancent derrière toi. Il y a d'autres qui te font une pression morale énorme. Il y a d'autres qui vont dans les paramètres, d'autres paramètres non maîtrisés pour juste t'atteindre. Donc, soyons prêts. Protégeons-nous. Prenons soin de nous. Parce que la vie, on ne vit qu'une fois. Et la vie, on n'a pas une seconde, comme on le dit, une deuxième chance pour revenir sur terre. Quand c'est fini, c'est fini.
Donc, quand on est là, prenons soin de nous. Quand on est là, essayons de vivre au mieux. Et n'acceptons plus de subir certaines pressions. N'acceptons plus de subir certaines violences. Parce qu'aussi, il y a des violences qui sont dictées. Il y a des violences bien visées. Et nous seuls pouvons nous protéger de ça. Donc, la première des choses, éviter les environnements toxiques. Parce qu'il n'y a pas plus fort pour détruire une personne qu'un environnement toxique. Un environnement toxique te tire vers le bas. Chaque jour, tu te bats pour avancer. Chaque jour, tu fais un pas en arrière, tu fais un pas en avant, deux pas en arrière. Parce que ça te tire vers le bas, tu n'y peux rien. Un environnement dégradant. Un environnement malheureux. Il faut éviter ça. Chacun est responsable de soi. Donc, on a aussi le droit de fuir le négatif. On a aussi le droit de fuir ce qui est mauvais. Parce que il y a deux choses. Tu protèges ta tête, mais tu protèges ton corps. Ça veut dire que n'accepte que personne ne te détruise. Parce qu'il y a ça. Tu es malade, hein? Si tu n'es pas soigné ou on ne te prend pas en charge, tu peux finir mal, devenir folle, ou bien perdre carrément fou, ou bien perdre carrément le contrôle de ta vie, hein? Ou bien tu deviens une autre personne. Tu deviens une personne aguerrie, rancunière, haineux, alors que tu n'étais pas comme ça. Combien de gens sont devenus haineux, rancuniers, ont changé, on dit que cette personne maintenant est une personne aguerrie, aigrie plutôt, une personne aigrie. D'autres disent que non, elle est amère. D'autres vont dire que non, elle est devenue haineuse. Mais est-ce qu'on s'est posé la question à savoir qu'est-ce qui a poussé cette personne à devenir comme ça un jour? Est-ce qu'elle était comme ça? Qu'est-ce qui a fait que maintenant elle est comme ça? Ah, l'église a changé, c'est ce qu'on te dit. Ah, maintenant tu as changé. Maintenant tu tolères plus. Maintenant. Mais parce que la personne, à force de subir, est arrivée à un moment où elle réplique. Chaque chose qu'une personne te fait, tu essaies de régler ça. Chaque chose qu'une personne te fait, tu essaies de rendre ça. Alors que ça, c'est pas bon. Avoir un sentiment négatif envers une autre personne, c'est le sentiment le plus dangereux à ressentir. Une personne ne doit ressentir que de l'amour. Envers l'autre, on peut avoir que de l'amour, de la compassion. Mais si on développe de la haine, si on développe quelque chose d'autre qui n'est pas de l'amour, ça te détruit toi-même. C'est pas pour l'autre, mais c'est pour toi-même. On ne le fait pas pour l'autre, on le fait pour nous-mêmes. N'acceptons pas que les gens nous changent intérieurement en nous rendant mauvais, ou bien en nous rendant amers, ou bien en nous rendant aigris. Et ça, personne ne peut le faire à ta place, toi seul peux le faire. Et ça, il faut avoir le mental fort. C'est bon, on tolère, on avance, mais plus jamais ça. Quand tu sais qu'un environnement est comme ça, fuis cet environnement. C'est pas être faible parfois. On dit que oui, quand on fuit, on est faible. Tu sais pas faible. Il faut savoir fuir les environnements nocifs. Il faut savoir fuir les environnements qui t'apportent rien de bon ou bien qui nuisent à ta santé ou qui te tirent vers le bas. Ça aussi, c'est être fort mentalement. Savoir se détacher des gens qui te détruisent. Savoir te détacher des gens qui ne te veulent pas de paix. Savoir te détacher des gens qui te font une pression négative. Savoir te détacher des gens qui ne te valorisent pas, qui ne te respectent pas. Donc c'est tout un ensemble de choix à faire, à prendre et à assumer. Et si on le fait, on va prendre soin de nous. Si on le fait, on va avoir le mental fort qui fait qu'on va vivre mieux et en bonne santé. Donc pour le premier point, c'était ça. Vraiment, ça me tenait à cœur. C'est douloureux de voir tout ce qui se passe dans ce pays ou dans nos pays. Combien de gens sont détruits? Combien de gens sont tombés dans la dépression? Combien de gens en sont devenus malades carrément à terre? Combien de gens en sont devenus fous? Donc, c'est à nous seuls. C'est à nous seuls de nous en tirer et pas nous-mêmes. C'est pourquoi je tenais à parler de ce premier point.
Ça me tenait vraiment à cœur. Parce que aussi nous devons savoir anticiper sur certaines choses. Ne pas attendre que les choses nous viennent tout le temps, tout le temps. Parce que c'est bon de réagir, mais c'est mieux aussi d'anticiper. Donc, par rapport à ce premier point, c'était ça pour aujourd'hui. Peut-être après, on va revenir sur ça, mais comme que j'ai beaucoup de points à développer, pour ce point-là, c'est ça l'essentiel. Maintenant, si nécessaire, je vais développer mieux sur d'autres aspects. Donc, pour le deuxième point, je parlais de la pratique politique malsaine. Donc, certes, ça fait longtemps qu'on m'a pas vu sur les lives. Et il y a beaucoup de questions qui me viennent depuis. Parce que ceux qui me connaissent engagée. Ceux qui me connaissent déterminée pour toujours un meilleur devenir. Parce que là, c'est ma mission de vie. Donc, si on me pose des questions sur ça aussi, j'ai un devoir d'y répondre en tant que sœur militante. J'ai un devoir d'y répondre en tant qu'amie. Donc, ce qui a fait que j'ai démissionné dernièrement de mon titre de coordinatrice nationale d'un mouvement politique, c'est juste la pratique politique. Parce que oui, il y a eu des rumeurs, certains ont parlé, d'autres. Tu sais, nous sommes dans un pays où les gens, tout ce qui se dit, on l'entend par A ou par B, tout ce qui se dit nous revient. Donc, on a tellement déliré sur ça. On a parlé de ma personne, on m'a jugé. On a dit que je suis faible, que j'ai été déçue, que j'ai été frustrée, des choses comme ça. Et les gens qui me connaissent depuis 2011, je suis sur le réseau. Donc, depuis 2014, mon engagement se vit sur ce réseau. Donc, toutes les personnes qui m'ont connu par mon engagement, par ma détermination, par mon amour pour ma patrie qui est l'Afrique. Et l'Afrique ne se fera jamais sans que nos pays se fassent. Donc, la vision est globale, elle est là. Donc, si aujourd'hui on vient dire des choses sur moi dans ce sens-là, c'est mal me connaître. Et je le dis, ce n'est pas de ma nature. Et vous ne me connaissez pas sur ces choses-là. Je ne suis pas là pour des débats de personnes. Je ne suis pas là pour des débats de futilité. Tout ce que les gens me disent, c'est bon, merci beaucoup. Ça vient, ça passe parce que moi, je me connais. Je sais qui je suis. Je sais ce que je suis capable. Et je sais où je veux aller. Ce que je veux pour ma patrie, pour les nôtres. Donc, même si beaucoup veulent savoir, je vous prie vraiment, sur cela, j'ai tourné la page, c'est bon. Je ne vais pas y revenir parce que ce n'est pas intéressant pour moi. Ce qui est intéressant, c'est l'avenir. Donc, la pratique politique sénégalaise a fait que, parce qu'il y a certains qui m'ont approché dernièrement pour des questions politiques, mais j'ai dit pour le moment, l'engagement citoyen, je pense que je suis meilleure dans l'engagement citoyen que ça. Certains disent que oui, Mariam, tu as peur. M'attacher d'avoir peur ou d'être peureuse, c'est mal me connaître. Ceux qui me connaissent et m'approchent sachent que je ne suis pas une personne qui a peur. Loin de là, au contraire. Mais je n'ai pas accepté ou ne pas accepter certaines situations. La pratique politique telle qu'elle est malsaine. Et moi, je refuse d'être actrice de ça. Et c'est mon droit, il faut me l'accepter. C'est être, et on me dit que, oui, ça veut dire que tu n'es pas un leader. C'est quoi être un leader? Être un leader, c'est d'accepter de se faire insulter. Est-ce que être leader, c'est accepter de se faire piétiner? Est-ce que être leader, c'est accepter de voir sa dignité en pâtir? Est-ce que être leader, c'est être complice de ce système qui nous nuise? Est-ce que être leader, c'est être complice de tous les actes malsains qui se font? C'est la question que je pose. Parce qu'on me dit que je ne suis pas une leader. Oui, je peux ne pas être une leader. Mais est-ce que être leader, c'est ça? On me dit que tu ne vas pas réussir en politique parce que tu as un fort tempérament. Et la politique se veut d'être doux.
la politique se veut de jouer, d'être hypocrite. Et, et moi, je dis que la politique est la cause la plus noble au monde. Parce que là, c'est être au service de sa communauté, être au service des siens. Ça veut dire que l'homme politique, la femme politique doit être la plus noble de nous tous. Parce qu'il n'y a pas meilleure cause que la politique. Chercher à veiller et chercher à apporter une meilleure vie, de meilleurs cadres, du développement, de toutes ces choses-là, on ne peut pas y évoluer, on ne peut pas œuvrer dans ça sans être noble. Mais ce qui est malheureux, c'est la politique politicienne qui se fait dans nos pays. On m'a dit que tu es peureuse, c'est pourquoi tu n'as pas été candidate au local, c'est pourquoi tu n'as pas été candidate au législatif. C'est pas ça. Je n'avais pas d'ambition d'être candidat à la mairie, même si certains m'ont vu jouer avec la communication dans ça. C'était juste une manière de titiller les candidatures féminines. Je n'avais pas d'ambition aussi à être députée. C'est pour cette législature-là. C'est pas que j'ai pas d'ambition politique. C'est parce que c'était pas dans mes proches immédiats. Tu sais, dans ce pays-là, les gens, pour vivre ou pour exister, essaient de jouer dans ça. Et pour venir me cracher ça à la figure, c'est comme ça qu'ils me le disent. Et je dis, hein, je suis une femme de principe, une femme de conviction, mais une femme d'ambition. Et on ne peut pas être militante sans avoir des ambitions. Ça doit être clair. Mais quelle ambition et comment? Ce n'est pas le fait d'être candidat qui est important, mais le fait de savoir qui tu es et qu'est-ce que tu es prêt à donner. Parce que l'engagement, ce n'est pas quelque chose qu'on chante. C'est la vie. C'est ton quotidien. C'est ton attitude. C'est tes comportements. Donc, c'est une préparation. Tu dois être prêt à assumer ça. Ce n'est pas que je suis prêt. Je ne suis pas prêt. Ce n'était pas le moment. Il faut savoir que quand on est prêt ou quand on n'est pas prêt. Mais là, tu vas déjà m'envoyer des messages. Tu as peur. Pourquoi tu ne t'assumes pas? Tu as peur. Pourquoi tu t'engages pas en politique? Moi, je me suis engagée en politique en 2015. J'étais coordinatrice nationale d'un parti politique pour la jeunesse, coordination nationale des jeunes. J'ai travaillé activement. J'ai fait des choses que toute militante politique fait. Et à un moment aussi, j'avais démissionné parce que j'étais plus en phase avec le choix politique. Et depuis, je suis dans le militantisme africain. Maintenant, si je suis prêt ou pas, c'est pas des questions qu'on va traiter comme ça à longueur de journée en me le disant dans les messages de les appels. Tu sais, la politique, c'est un projet de société. Quand on veut être maire ou élu local, tu as une vision pour ta commune que tu dois dérouler, que tu dois être en mesure de présenter. C'est un travail de fond. Et je sais que j'ai les aptitudes pour ça. Quand on est un député aussi, ça veut dire que tu es un représentant digne du bas peuple. Que toutes les préoccupations premières du peuple, tu dois être en mesure de les assumer. Et ça aussi, je sais que je suis apte à ça. Mais il y a des choses qui se font à des moments bien précis. On dit que dans la vie, toute chose a son temps. Et pourquoi les gens n'acceptent pas que toute chose a son temps? Maintenant, la pratique politique telle qu'elle est, j'ai mes raisons de dire que si c'est ça faire de la politique, je préfère ne pas y participer actuellement. Parce que nous sommes dans un contexte où tu es pour ou tu es contre. C'est la lecture. Tout ce que tu dis, si tu ne protèges pas ou tu ne défends pas un camp, ça veut dire que on nous insulte même, on dit que vous êtes les neutres. Vous êtes lâches. C'est quoi un neutre? Le mot neutre là, qui peut expliquer c'est quoi? Est-ce que être politique, être engagé, être patriote, c'est défendre un camp? Quand on fait de la politique, c'est des convictions. Quand on fait de la politique, c'est de la vision. Quand on fait de la politique, c'est des principes. Mais pas les questions d'hommes et de femmes.
Mais la politique sénégalaise se voudrait d'être réduite à ça. Soit tu es pour X, soit tu es pour Y, soit tu es lâche. Ça veut dire que tu vas te positionner pour défendre un camp ou un autre camp, ou bien tu es lâche. Ça, c'est insulter le Sénégalais ou la Sénégalaise. Ça, c'est insulter notre intelligence. Mais quel est notre droit dans tout ça? On est dans un pays où on est là à se glorifier d'avoir deux alternances. On est là à se battre pour la démocratie. On est là à se battre pour l'état de droit. Mais nous ne sommes pas démocrates entre nous. Parce que si tu veux, toi, assumer ton choix, assumer ta position et tes convictions, mais tu refuses à l'autre ça, ça veut dire être démocrate, ça. Donc, on veut nous réduire à ça, à un schéma entre deux camps, gauche-droite. Je ne parle pas de gauche-droite comme on le dit dans les idéologies, mais entre deux camps qui se font face. Soit tu fais partie de ça, soit tu fais partie de ça, sinon tu es lâche. Mais ça, c'est insulter. Et je dis, si être lâche, c'est ne pas prendre part pour ces deux camps-là. Donc, vous me dites que je suis lâche, merci, mais vous n'avez rien compris. C'est mon devoir de refuser de participer à ce jeu actuel. C'est mon droit de refuser de prendre part à ce état scandaleux de la politique sénégalaise. Et je refuse d'être actrice de ça. Maintenant, tout ce qu'on veut dire, c'est bon. Il n'y a pas de problème parce que nous sommes en politique. Mais soyons démocrates et laissons les autres affirmer leur liberté de choix. Parce que la vie, c'est les choix. Notre vie est définie par la somme des choix que nous adoptons. Mais si nous ne sommes pas capables de prendre des choix et de nous assumer, ça ne vaut pas la peine. Si tout le monde va à gauche, je vais à gauche. Si tout le monde va à droite, ou bien tu as peur même de donner ton opinion parce qu'il y a un terrorisme intellectuel qui sévit dans ce pays. Il suffit de faire une analyse. Tu dis ton avis, on t'insulte directement. Parfois, tu discutes avec des gens, ils te demandent qu'est-ce que tu penses de tes choses, tu le dis, ils t'insultent. Quand tu passes comme ça veut dire que tu es comme ça ou tu es comme ça. Et notre liberté de penser et d'opinion dans tout ça, vous en faites quoi? Et vous voulez que nous soyons acteurs politiques? Oui, la jeunesse devait s'engager massivement en politique. Oui, plus de femmes en politique, mais dans quelle politique et comment? Et il faut m'accepter ma liberté de choix actuelle, qui est celle de rester pas politique actuellement. Parce que ce que je vois là, ça ne m'inspire pas. Parce que aussi la politique, c'est une question d'inspiration. Et ce n'est pas des questions de débat de personnes. Ce n'est pas de la méchanceté gratuite. Ce n'est pas des insultes. Ce n'est pas de la dénigration. Voyez les questions premières, les préoccupations premières des populations, on n'en parle pas. Regardez les débats télévisés. On parle des gens parce que juste on les connaît, parce qu'ils sont bons à faire du buzz. On prend quelqu'un parce qu'il aime faire le buzz, ou elle aime faire le buzz, ou elle aime parler fort ou comme ça, mais pas dans des questions essentielles, existentielles de notre société. Nous sommes là, nous disons que nous voulons un Sénégal meilleur, nous voulons un Sénégal émergent. La santé, qu'est-ce qu'on a fait? L'éducation, qu'est-ce qu'on a fait? Et l'éducation est la chose la plus fondamentale pour une société. Si on veut un Sénégal émergent, quels sont les types de Sénégalais et Sénégalaises qui vont faire ce Sénégal émergent-là? C'est l'école la base. L'école sénégalaise est malade depuis des années. Que font les politiques des différentes partis et coalitions? Qu'est-ce qu'ils font de cette éducation-là? À part taper sur l'État si on est dans l'opposition. Oui, dire que l'État est dans le bon sens si on est pour le pouvoir. C'est ça l'éducation, les questions existentielles. Et si on ne fait pas la refonte générale de l'éducation, comment penser construire un meilleur Sénégalais demain qui va répondre à nos aspirations les plus profondes? C'est dans ce système-là qu'on va l'avoir. Un système qui ne fournit que des complexes. C'est ça qu'on veut. Et la santé est là, une question cruciale qui se pose. On voit les maladies endémiques qui sont là. On voit les politiques sanitaires qui font là. Quand on fait des débats, c'est pour taper sur les ministères, taper sur les syndicalistes. Mais les questions centrales, on ne les pose pas. Les questions techniques, on ne les pose pas.
Et nous disons des acteurs politiques. Quand tu suis en débat, chacun est là pour celui qui est dans l'opposition est dans son rôle d'opposer, celui qui est pour le pouvoir est dans son rôle. Et comment on peut faire quelque chose de constructif dans cet environnement-là? Moi, je refuse de faire partie de cet environnement. Maintenant, c'est votre droit si vous me dites que je suis lâche. Merci beaucoup. C'est pas vers vous que je dois me justifier. Vous qui me traitez de lâche, de peureuse. Vous n'avez rien compris. Si on ne peut pas défendre sa vision, si on ne peut pas défendre ses convictions, si on est obligé de mentir, si on est obligé d'être hypocrite, si on est obligé de faire du mal, d'atteindre les gens méchamment, moi, si c'est ça la politique sénégalaise, je refuse. Et c'est ça que j'ai vécu dans la politique. Après, on te dit qu'il faut jouer le jeu. Si tu veux quelque chose, joue le jeu. Mais quand tu deviens hypocrite, tu joues le jeu, tu accèdes à des instants de décision, tu vas rester hypocrite, tu ne vas jamais être au service de ton peuple. Tu seras toujours un jouet. Parce que tu défends tes intérêts, tu ne défends pas les intérêts de ta cause, tu ne défends pas les intérêts de tes populations, c'est ça le problème. Et actuellement, c'est ça. Soit pour, soit contre, soit lâche. Donc moi, je suis ni pour ni contre, je reste celle que je suis. Je refuse d'être actrice de ça. Moi, je suis pour le développement du Sénégal. Moi, je suis pour le développement de l'Afrique. Moi, je suis pour les débats techniques. Je veux que les gens aient la liberté d'opinion et de penser. Chacun est libre de penser et de défendre ses opinions. Qu'on se respecte. Qu'on sache que ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. On est là parfois tu as même peur. Tu entends les gens dire des choses horribles. Tu te dis, mais dans quel pays nous sommes? Et la responsabilité dans tout ça. Et c'est nous qui se disons, nous voulons construire quelque chose comme ça. En tout cas, c'est réussir dans la politique. Parce que réussir dans la politique, c'est quoi? Arriver à des instants de décision où tu pourras faire valoir tes convictions et ta vision. Si c'est ça, si il le faut, ça nécessite d'être hypocrite, donc je ne serai jamais dans ces instances-là. Si ça nécessite d'être mauvaise, de jouer des coups bas, de médire, de mentir, de faire des manipulations malsaines pour accéder à des instances de décision, je ne serai jamais dans ces instances de décision. J'aime la politique, je suis passionnée de politique, mais je refuse d'être acteur de cette pratique malsaine-là. Je recuse ça. Maintenant, je ne dis pas que j'abandonne la politique, mais actuellement, je ne passe pas. Parce que la pratique telle qu'elle est ne m'enchante pas. La pratique telle qu'elle est ne me convainc pas. Et ce n'est pas ça ma vision de la politique. Maintenant, les gens me disent, oui, ce que tu dis, c'est un idéal, comme ça va se faire. Mais avec notre génération, ça se fera. C'est une question de génération. Et ce qui me fait mal, c'est de voir des jeunes comme nous, qui ont l'esprit ouvert, de penser de certaines manières. C'est eux les premiers qui viennent pour te critiquer. Et je le dis, la politique va changer. La pratique politique de nos pays africains, du Sénégal aussi va changer. Et que la politique se fera pour le peuple, par le peuple, oui. Sans être dans la partisanerie, sans être dans la méchanceté, sans être dans le dénigrement, sans être dans les coups bas, sans être dans l'hypocrisie, sans être dans les manipulations malsaines. La politique sera révolutionnaire. On révolutionnera cette pratique politique-là. On va révolutionner les choses. Cette alternance-là dont on parle, ce n'est pas une alternance politique comme on le dit, comme on a vécu la première alternance, la deuxième. Non, non. Cette alternance-là va être plus profonde que ça. Ce sera une alternance structurelle. Ce sera une alternance profonde qui va s'opérer au Sénégal d'ici peu. Et là, vous allez comprendre de quoi on parle. Et là, vous allez savoir que la politique, c'est des visions. La politique, c'est des convictions. Ce n'est pas des questions de personnes, ce n'est pas de l'argent. On est là juste à se chercher des titres. Je suis. Mais si tu te glorifies d'un titre et tu n'es pas capable de répondre aux attentes d'un poste, mais c'est quoi ça? Quand on est fier de porter un titre, ça veut dire qu'on fait le boulot. On fait les tâches que ce titre-là demande. Ça veut dire qu'on est là pour servir. La politique, c'est la service. C'est servir, se servir, pas se servir. Et c'était ça, hein? Comme qu'il y a tellement de gens qui me parlent chaque jour de ça.
Oui, Mariam, connaissant ton engagement, ta détermination, on te voit en politique. Oui, il faut pas aller rester chez toi, croiser les bras. Oui, mais aussi il faut savoir que je suis politique. J'ai été dans des organisations politiques. Si j'en suis sortie, c'est par principe. Et c'est pas parce que j'aime pas la politique. C'est la manière de faire qui me pose problème. Et aussi, chacun a ses principes. Et moi, j'ai mes principes en politique, je les défends comme ça. Et je m'excuse hein, pour ceux qui ont été déçus par moi dernièrement. Parfois, il faut comprendre que aussi le projet est beaucoup plus important que nos personnes. Les objectifs sont beaucoup importants que nos personnes. Le but, la finalité est beaucoup plus important que nos personnes. Et moi, je suis qu'un élément parmi tant d'autres. Et le seul objectif que j'ai, c'est ça, être au service des nôtres, parce que c'est ma mission de vie et je l'assume sincèrement. Maintenant, c'est la pratique qui me pose problème et on va y révolutionner et on réfléchit à révolutionner cette pratique politique-là. Et aussi, je refuse, je ne serai pas pour X ou pour Y. Je reste égal à moi-même. Je défends ce qui est défendable, mais je ne suis pas dans la mesquinerie. Ça, je refuse ça. Donc, pour le deuxième point, c'était ça. Maintenant, par rapport au troisième point, on va parler de l'actualité africaine. Toujours, hein, toujours on est là. On a vu ce qui s'est passé en 2020 avec le Covid. On a vu ce qui s'est passé après. Le Covid, ça veut dire que chacun devait s'y attendre. Hein. La crise qui est venue après, pendant même la dernière partie, la deuxième vague, voire la troisième vague même. On a vu que la crise économique et la guerre russe aussi a fait que les choses se sont empirées. Mais ça montre qu'une chose, c'est que l'Afrique a un problème. Si tout ce qui se passe ailleurs nous impacte directement, ça veut dire que c'est nous le problème. Et malheureusement, c'est la réalité. On est là, même quand on discute, on est là à se présenter toujours sur les autres, jamais sur nous-mêmes. Qu'est-ce que nous devons faire pour que ça change? Quelle est notre part de responsabilité dans tout ça? On est là dernièrement, on a vu l'inflation est extraordinaire dans nos pays. Les prix ont doublé, voire triplé. Et même il y a des denrées qui sont parfois en manque. Et on est là à dire oui, l'État, les prix, ceci, cela. Mais ça veut dire que nous devons nous poser des questions vraiment qui ne sont pas des questions de oui, c'est l'État, ceci, c'est oui. L'État a sa responsabilité. Oui, les États africains ont une lourde responsabilité dans ça. Parce qu'ils ont été élus, on les a confié les pouvoirs et tout ce qui va avec pour défendre les intérêts, pour donner de meilleurs cadres de vie, pour apporter de meilleurs conforts aux populations. S'ils n'y arrivent pas, oui, ils sont responsables. Mais aussi, ça veut dire que nous aussi, quelle est notre part de responsabilité dans ça? On parle toujours qu'on est à pointe du doigt l'autre. La souveraineté, hein, c'est une question de souveraineté. Et c'est une question aussi de dignité. Parce qu'il y a la souveraineté, mais aussi il y a la dignité. Quelle est la dignité africaine dans tout ça? On a les terres les plus fertiles. On a l'eau, partout les rives, les fleuves, on a l'eau partout. Qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui nous empêche d'être souverains? Dans ce sens-là. La souveraineté alimentaire, c'est pas possible dans nos pays-là. Pourquoi on est obligé d'importer tout ce qu'on mange? Est-ce qu'il n'est pas temps de repenser notre alimentation? Est-ce qu'il n'est pas temps de repenser comment être autosuffisant réellement et arrêter tous ces jeux politiques, arrêter tous ces discours-là? Il y a tellement de théories et de discours, mais on ne voit jamais de résultats. On voit les industries extérieures, occidentales, viennent s'implanter chez nous dans l'agrobusiness et réussir dans ça. Et nous avons les terres. Nous avons des milliardaires africains qui sont là. Pourquoi ils n'investissent pas dans l'agroalimentaire, l'agrobusiness? Pourquoi ils ne le font pas? Et là,
au foncier, les terres sont là, c'est pour les populations, on a du mal à y avoir. Si chacun avait son exploitation familiale, si les hommes d'affaires africains investissaient dans l'agriculture, est-ce qu'on serait là à ce moment-là à dépendre de l'autre et des prix internationaux? On a vu le coût de la vie est devenu trop cher. Personne ne peut plus assurer ça. On fait avec, on essaie de survivre. Mais quelle réponse apporter à ça? Est-ce qu'il faut être là à demander à l'État encore de subventionner? Est-ce qu'il faut être là à aller quémander encore des choses comme ça et des accords pour nous faciliter d'autres trucs? Ou bien il est temps qu'on s'y mette vraiment à arrêter de parler? On est fort dans les théories, on est fort dans les concepts, mais on a du mal à concrétiser. C'est ça notre problème, nous ne concrétisons pas. Tellement de projets, tellement d'idées rénovatrices, mais l'Africain a du mal à concrétiser. Maintenant, même s'il n'y a pas cette question de souveraineté, mais la dignité humaine dans tout ça. Si pour manger, on est obligé d'aller commander ailleurs, si pour manger, on est obligé de négocier ou bien de nous rabaisser, ça c'est être digne, ça. Et on n'en parle pas. On a vu ce qui se passe dans la sous-région. Ça devient de plus en plus pire. On est instable. Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'instabilité? On a vu ce qui se passe avec le Mali. Tout le monde le salue, le Mali. Parce qu'au moins, ils s'assument. Nous ne sommes pas dans les grands discours. Ils sont en train de s'assumer. Parce que chacun est libre de s'assumer. Ils ont une vision. Ils se sont dit maintenant, on va se prendre en charge. Et on va se donner les moyens de se prendre en charge. Et certes, c'est compliqué. Tout le monde est contre eux. Mais au moins, ils s'assument et ils sont solidaires entre nous. Et nous, quelle est notre solidarité dans tout ça? On est un même peuple. Hein? L'Afrique, c'est un même peuple. Qu'on le veuille ou non, qu'on l'accepte ou non. Qu'est-ce qui nous empêche de nous assumer, nous aussi? Et pourtant, ils sont menacés. Ils vivent des choses extraordinaires depuis plus d'1 an. Mais ils résistent et ils s'assument parce qu'ils veulent être souverains. Parce que c'est une question de dignité. On a vu la Guinée, qu'on a écrit. Avec cette transition-là, c'est compliqué. On ne sait même pas à quoi se donner la tête. Mais juste, c'est toujours des questions de souveraineté qui se posent là-bas. Et des questions de vision politique. Le Burkina, on voit ce qui se passe actuellement. Et le Sénégal, on est dans une instabilité, qu'on le dit ou pas. Certes, on n'a pas ce qui se passe là-bas, mais on vit une instabilité dans ce pays-là. C'est plus le Sénégal qu'on avait. Parce qu'on ne partage plus les mêmes visions. Parce qu'il y a une urgence de choix de s'assumer. Si les dirigeants africains ne comprennent pas que les peuples sont dans l'urgence, que les peuples ont besoin de s'assumer, que les peuples ont besoin de retrouver leur dignité humaine, ils vont faire fausse route. Et là, chaque gouvernant doit être à l'écoute de son peuple. Parce que quand tu es là pour un peuple, tu dois écouter ce peuple-là et savoir leurs besoins. Et c'est clair et net. Le besoin du peuple africain, c'est de s'assumer et de retrouver leur dignité et le respect qui leur doit. Et pour ça, il faut être souverain et il faut changer la donne. La donne doit être changée. Qu'on le veuille ou pas, la donne doit être changée. Et comment changer cette donne-là? Est-ce qu'on va continuer à jouer avec les autres? Moi, il y a quelque part où je ne suis pas d'accord. On a vu le Congo, Nord Kivu depuis des années. On a vu une bonne partie du Cameroun toujours dans cette situation-là. Et on dit quoi? Les Africains doivent comprendre que les choses vont changer. Et soit on est dans cette dynamique-là, soit on n'est pas dans cette dynamique-là. Mais les dirigeants doivent suivre leur peuple dans cette dynamique-là. Parce que ce qui était n'est plus et ne sera plus. Parce qu'il y a un état d'esprit qui est en train de naître. Il y a un état d'esprit qui est là. Et il faut aller dans ce sens-là. Maintenant, certes, révolutionner par les actions. Révolutionner par d'abord soi-même. Nous-mêmes soyons le changement. Que chacun soit le changement qu'il veut. En changeant sa vie, en changeant ses habitudes, ses comportements et en se départissant de ce complexe-là. Maintenant, moi, je ne suis pas d'accord de changer les gens pour poule. On peut ne pas être dans cette dépendance-là depuis des années.
Aujourd'hui, on se dit que oui, la France, on est fatigué de la France. Oui, la France nous maintient dans la précarité. Oui, le franc CFA qui est là ne sera jamais pour le développement. Oui, la France, c'est lui qui sème le désordre dans nos pays. Oui, c'est la France qui nous sous-exploite. Oui, ceci, cela. Oui, nous sommes d'accord. Maintenant, on va se départir de cette France-là. Oui, toute l'Afrique est d'accord sur ça, surtout l'Afrique francophone. Mais les remplacer par d'autres impérialistes, c'est ça le problème. Moi, quand je vois on dit oui à la Russie, oui à la Chine, non, moi, je ne veux pas être dans cette dynamique-là. La tutelle, on en a assez. La tutelle, il faut se départir de la tutelle. Qu'elle soit française, qu'elle soit américaine, qu'elle soit russe, qu'elle soit chinoise, on n'en veut plus. Le monde nous a montré, la science nous a montré que tout peuple qui le veut se développera. Mais c'est une question de volonté. Quelle est notre volonté dans ça? Est-ce que nous sommes prêts à opérer à des sacrifices pour y arriver? Est-ce que nous sommes prêts à nous unir, à nous donner la main pour y arriver? Mais la solution, c'est pas de lâcher la France pour aller avec la Russie ou avec la Chine. Ça, c'est changer de fusil d'épaule, mais c'est du pareil au même. Celui qui va venir aussi va chercher à gagner quelque chose, il va défendre ses intérêts et tu vas trouver des accords qui vont toujours être à leur avantage. Nous, dans tout ça, nous serons quoi? Et moi, je me dis parfois, par quoi nous pensons? La conscience collective africaine nous sert à quoi? Si nous ne sommes même pas capables hein, d'apprendre de tout ce qui se passe. Il est temps, et c'est le moment de l'Afrique. Allons-nous-y, mais de manière réfléchie. Allons-nous-y, mais en commençant chacun par lui-même. C'est ça la solution, mais pas de changer des accords, parce que les accords seront toujours pas à notre avantage. Ce sera toujours des avantages pour l'Afrique. On ne pourra jamais négocier au même prix. On va juste le dire, chacun va le crier. Une fois arrivé au pouvoir, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire la même chose. Parce que la situation, le système tel qu'elle est, favorise toujours cet état, ce rapport-là, cet état de rapport entre nous. La solution, c'est que les Africains s'assument. La solution, c'est que les Africains tuent en eux le complexe, carrément. Il n'y a plus de complexe de l'autre. Savoir que tout dépend de. On a les pays les plus riches, les terres les plus fertiles, les sous-sols les plus riches au monde. Et c'est assez suffisant si nous le voulons pour s'en sortir. Tout dépend de nous. C'est une question de volonté et de détermination. Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix? Est-ce que nous sommes prêts à y aller? C'est juste ça. Maintenant, il y a la question de la Guinée-Conakry et du Mali. Cette idée de fédération qui est en train de naître, ça, c'est un bon début. Parce que tout le monde l'a théorisé. Les plus grands esprits ont dit que la force de l'Afrique reste dans son unité. Pour que l'Afrique puisse tenir aux impérialistes et au système, il faut que l'Afrique s'unisse. Et pour que l'Afrique soit unie, il faut que les peuples soient unis. Et il n'y a pas plus belle manière que de retrouver la fédération des États. Et pour ça, si on voit qu'il y a deux pays il y a une idée qui est en train de gémir, ça on peut que saluer et souhaiter que ça se concrétise. Parce que c'est comme ça que ça va commencer l'unité africaine. Deux pays vont se confédérer, trois pays, quatre, et ça va s'étaler. C'est comme ça qu'on ira au fédéralisme. Et nous sommes pour cette dynamique-là. Il est temps que la fédération africaine voit le jour. Maintenant, si le Mali et la Guinée-Conakry sont aptes à le commencer, nous sommes derrière vous et nous suivrons. Parce que c'est de ça dont on a besoin. Quand on est ensemble, on sera fort. Quand on est ensemble, on pourra bénéficier de l'Afrique par les Africains, pour les Africains de nos ressources. Quand on sera fort, on pourra se protéger contre l'intrusion. Et quand on sera fort, on se fera respecter, mais toujours dans l'unité. C'était ça le troisième point. Maintenant, je viens au quatrième point. Le RALS, le réseau africain de leadership et de solidarité. C'est un réseau africain qu'on a lancé, comme je l'avais dit tantôt, hein. On est maintenant dans le monde des grands ensembles. Maintenant, la question revient tout le temps. Oui, le réseau ceci, le réseau cela. Il y a des gens qui veulent, mais qui se posent des questions toujours sur les finalités qui est derrière.
personne n'est derrière le réseau. Le réseau, c'est moi qui ai pensé au réseau et je l'ai lancé. Quand j'ai lancé le réseau, j'ai contacté des frères et des sœurs africains qui ont été, certains ont été convaincus, ils ont rejoint, d'autres hésitent encore et demandent à avoir plus de, pour voir plus, pour mieux nous rejoindre. Il n'y a personne qui est derrière, il n'y a aucune organisation, un homme politique, il n'y a personne derrière, c'est la personne de mariée qui est là et tous les frères et sœurs qui m'ont rejoint dans ça. C'est ça le réseau. Donc le réseau n'est ni politique, ni religieux. Donc il n'y a pas de question politique. Parce que la politique nous divise et nous ne voulons pas un élément diviseur. Nous voulons que nous allons ensemble dans l'essentiel. Donc le réseau africain que nous avons mis en place est apolitique. Et aussi, on ne traite pas des questions de religion, donc non confessionnel. Pas de débat religieux, on ne va pas parler de religion. Chacun respecte les cultes et la profession de l'autre. Parce que c'est ça aussi, le respect. Maintenant, les gens reviennent toujours sur les objectifs. Donc, comme je l'avais dit, je vais toujours revenir un peu sur ça. Parce que j'avais dit que c'est pourquoi. C'est pour d'abord mutualiser. C'est pour d'abord faire un maillage. Ça veut dire que nous renforcer nous-mêmes. Depuis 2014, je suis sur le terrain. Depuis 2014, je suis militante africaine. J'ai participé à l'initiation de mouvements. J'ai représenté des mouvements internationaux. J'ai été au cœur de choses importantes. J'ai échangé avec beaucoup de militants et militantes engagés. Donc j'ai appris énormément. Mais j'ai vu toujours que l'élan est toujours bloqué, que les dynamiques sont cassées, juste par humeur, juste par jalousie, juste par égocentrisme. Parfois, tu vois un mouvement qui est en plein essor, en plein élan. Quelqu'un vient juste casser ça, juste parce que c'est l'égocentrisme. Le moi là, le jeu. Parce qu'il veut prédominer, parce que c'est des questions de personnes. D'autres frères les élans juste par jalousie. Parce qu'ils sont jaloux que les autres soient capables de faire avancer quelque chose. Par jalousie, ils gâchent une dynamique. D'autres le font juste par humeur. Hein? Par humeur. Parce que oui, ça leur plaît. Hein? C'est ni chaud ni froid. Ça leur plaît juste de casser les dynamiques, de casser les mouvements comme ça. Et moi, je me dis que le problème principal de l'Africain, c'est nous-mêmes. Maintenant, oui, ça fait mal, mais c'est la réalité. Donc, c'est pas l'autre qui vient casser directement. Parce que l'autre, quand il casse toujours, il passe par l'un des nôtres. Donc, c'est toujours nous. Donc, il est temps qu'on se ressente sur nous-mêmes. Il est temps qu'on se ressente sur les vraies questions fondamentales. Parce que là, on se glorifie d'être le berceau de l'humanité. On se glorifie que l'Afrique avant, c'était quoi? La fraternité. C'était quoi? C'était l'unité des peuples. C'était quoi? C'était les valeurs. Quand on parle des valeurs, les valeurs sont universelles. Quand on parle de valeurs, c'est d'abord les valeurs humaines. C'est la dignité. C'est aussi les bons comportements. C'était ça les valeurs qui faisaient les qualités des gens. Et les valeurs sont universelles, on les partage partout. Donc on passe glorifier de tout ça. Et nous permettent de nous comporter quelque part. Donc c'est toutes ces choses-là qui ont fait que je me suis dit, attends, il faut quelque chose de fédérateur, qui n'est ni politique, on n'est pas dans toutes ces dynamiques africaines politiques, on est centré sur l'Africain, on se centre sur l'Africain. On veut quoi? Un leadership africain. Parce que tous ces concepts de leadership sont bons parce que les valeurs et les qualités sont universelles. Mais il faut qu'on prenne ce qui est bon à l'autre et on contextualise. Parce qu'il y a des réalités qui nous sont propres. Et on a des besoins qui nous sont propres. Et on a des problèmes qui ne sont pas celles des autres. Donc on a des réalités différentes. Et nous prônons un leadership africain. Nous prônons quelque chose qui nous est propre. Parce que nous sommes si compétents que moi j'ai foi en l'Africain. Je sais que l'Africain a des prédispositions extraordinaires. Jusqu'à comment les utiliser et comment bien les utiliser. Et c'est ce cadre-là qu'on est en train de construire pour que l'autre soit ma force et que moi aussi je sois la force de l'autre.
Que je complète l'autre, l'autre me complète. Qu'on se complète pour avoir des Africains leaders. Quand un Africain du réseau nous représente quelque part, on saura que là, c'est quelqu'un qui nous reflète, nous tous, dans la grandeur de l'Afrique, dans la force de l'Afrique, dans l'intelligence de l'Afrique, dans la diversité de l'Afrique. C'est ça qu'on cherche et on est en train de travailler dans ça. Parce que le problème, nous, notre génération, c'est la génération sacrifiée, on le dit. Nous avons une double mission, celle de continuer le combat des ancêtres, celle de le lait qui a été perdu. Nous, on doit relever le flambeau. On doit faire continuer cette mission-là. Donc nous avons un devoir d'abord de commencer par nous-mêmes. Et pour ça, il faut qu'on accepte d'y aller ensemble. Que les questions d'ego, que les questions de grandeur, que les questions de prestance, que les questions de position, qu'on s'en départisse, qu'on se glorifie d'être africain et qu'on soit prêt à y aller ensemble. Parce que nous avons beaucoup de manquements. Souvent, on est là à aller acquérir des savoirs ailleurs, alors que l'autre là. Donc, ce cadre-là nous permet de compenser, de nous retravailler pour nous rendre meilleurs. Parce que le changement, c'est nous d'abord. Pour construire un Afrique fort, un leadership africain fort, la solidarité, comme on le savait, africain, la fraternité là, il faut que nous nous construisons d'abord. C'est pourquoi nous sommes là. On a pensé à des renforcements de capacités, on a pensé à des modules de formation, on a pensé à des centres d'incubation, on a pensé à des forums. On n'est pas dans les théories, on est dans l'action. Parce que tout a été pensé presque, mais la manière de faire, c'est les approches qui diffèrent, et aussi le concret, l'action. Donc nous sommes dans ça. Comment accompagner les jeunes, comment les outiller, comment les capaciter. Parce que le plus souvent, ce que les grands et les dirigeants nous reprochent, c'est que vous n'êtes pas assez formés, vous n'êtes pas assez outillés. Alors que parfois, tu es meilleur même que, tu es plus intelligent, mais on te rabaisse juste parce que tu n'as pas tel diplôme, tu n'as pas tel diplôme. Nous, on veut que ce réseau-là permette à tout jeune qui le veut, je ne parle pas de ceux qui ne veulent pas, de tout Africain qui le veut, de pouvoir se renforcer, de pouvoir acquérir des compétences, de pouvoir acquérir des notions, mais aussi des qualités humaines, parce qu'on a besoin des qualités humaines adéquates, qui feront que tout ce qui sont nos mots là, on n'est plus dans la victimisation, on n'est plus dans le fait de se plaindre. Nos mots là, on va les retravailler, on va s'améliorer à devenir des personnes meilleures, et ainsi on pourra accompagner la génération de nos cadets, parce qu'eux aussi ils ont besoin de nous et on doit les assister, on doit les accompagner dans ça. Quand on parle de solidarité, c'est l'aspect fraternel. Parce que nous savons qu'en Afrique, au Sénégal ici, dans toutes les sociétés africaines, avant c'était la fraternité. La maison là, quand il y avait un souci, c'est l'autre qui vient en œuvre. C'était ça, tout le monde se voyait en frère, en sœur. C'était la fraternité, on s'entraidait. C'était ça notre force. Maintenant, on est dans l'individualisme, maintenant, on est dans l'égocentrisme, on est dans autre chose. Il n'y a plus d'empathie. Hein. Ton voisin peut mourir devant toi juste pour un ordonnance de 5 000 francs, tu ne le fais pas. Un jeune père perd ses études ou bien aller ses études parce que juste il lui manque des mensualités ou bien une inscription. Tu vois quelqu'un passer à côté d'une offre d'emploi juste parce qu'il n'avait pas de transport. Tu vois quelqu'un tomber malade. Hein? Ne serait-ce qu'une ordonnance, il perd son boulot parce qu'il a été malade pendant un mois juste parce qu'il ne pouvait pas se payer une opération. Donc des choses comme ça qui se passent, qui sont inacceptables. Que chacun donne quelque chose, donc le réseau c'est ça. On s'entraide, mais on aide aussi ceux qui sont dans ce besoin-là. Mais nous sommes aussi pour d'abord l'accompagnement académique et aussi l'accompagnement sociétal. Nous sommes dans la recherche de partenaires parce qu'aussi il nous faut des partenaires parce que nous travaillons sur fonds propres actuellement pour pouvoir atteindre ces objectifs-là, avoir un Afrique fort, avoir un leadership qui nous est propre, mais aussi retrouver notre place dans le Conseil des Nations. C'est important. Nous ne sommes pas politiques. Nous ne sommes pas dans tout ce qui divise. Nous voulons fédérer les Africains. Parce que dans le réseau, on a
beaucoup de nationalités actuellement, hein. On a beaucoup de nationalités africaines. On est dans les vingtaines, si je ne me trompe pas, pour le moment, pour qu'un début. Et nous voulons aussi avoir toutes les nationalités africaines dans le réseau et chacun puisse amener sa contribution. Si on conjugue tout ça, on pourra avoir quelque chose qui nous pourra, au moins, on saura que nous avons contribué à construire des frères et des sœurs, nous avons contribué à se faire réaliser des frères et sœurs et nous allons se contribuer à des projets purement africains, purement africains. Et c'est ça le raison, hein. Parce que j'en avais parlé, aujourd'hui je donne ça, peut-être que j'en reviendrai au fur et à mesure. Donc c'était ça les 4 points que je voulais aborder. Oui, c'était long parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas échangé. J'étais vraiment ravie de retrouver les lives et oui, je vous le dois par rapport à ce qu'il demandait. Donc, vous savez ça et je vous dis quand même merci parce que j'ai vu aussi pendant ce mois-là vraiment que je suis votre sœur africaine par vos appels, par vos messages. Tous les messages que je reçois me vont droit au cœur et ça me motive davantage, ça me renforce dans cette dynamique-là. Ça montre au moins que même si c'est peu, au moins il y a des gens qui sont vraiment ravis et qui sont rassurés par ça. Et je vous rassure, hein, même si vous ne me voyez pas, sachez que c'est juste parce que je suis prise peut-être pas quelque chose, mais sachez que mon engagement est là, ma détermination est là et je reste celle que je suis. Au contraire, je suis plus forte maintenant parce que je suis devenue aguerrie. C'est pas facile du tout. On me dit, avec les réseaux, on me dit, oui, Mariam, ça c'est du lourd. Pourquoi penser africain? Il fallait juste commencer par le Sénégal, après tu vas essayer de faire des collaborations avec les autres. J'ai dit non, moi je vois grand. Pour ce qu'ils disent, moi je vois grand. Et moi je vois africain, je suis comme ça. Un jour, un ami m'avait dit, Mariam, avant de parler de l'Afrique, il faut parler du Sénégal. Il faut régler les problèmes du Sénégal pour régler les problèmes de l'Afrique. Je l'avais dit que le destin des pays africains est commun. On ne pourra jamais régler nos problèmes internes et laisser les autres. Quoi qu'on va s'en sortir, jamais. La vision est globale. Moi, je pense africain. C'est ensemble qu'on arrivera aux solutions, mais pas chacun de son côté. Il faut qu'on pense ensemble, qu'on fasse les choses ensemble pour y arriver. Donc, c'est ça. Je suis là toujours aussi engagée et déterminée. Et par la grâce du Tout-Puissant et aussi par toutes vos prières, je sais qu'on y arrivera. Même si c'est pas facile. Oui, c'est du lourd. C'est du lourd, je le sais, je le sens. Ce mois-là, même, ne serait-ce qu'au début, j'ai senti que c'est du lourd. Et aussi, nous ne sommes pas tous au même niveau de compréhension de vision des choses. Mais ça va venir avec les essences, ça va venir avec les actes qu'on aura à poser. Et Inch'Allah, plaise au Tout-Puissant, on arrivera à construire l'Afrique que nous voulons. On arrivera à construire cette Afrique digne, forte, prospère et respectée. Ensemble, nous y arriverons. Donc, chers frères et sœurs africains, je vous dis bonne nuit, hein, parce qu'il se fait tard et je pense que dans la majorité de nos pays, déjà, il fait nuit. Et donc, je vous souhaite bon dimanche par anticipation. C'était un réel plaisir de vous retrouver.